nous allons analyser un petit peu le marché des armateurs et du maritime au Maroc. L'objectif n'est pas de dominer le monde, du moins pas dans les années qui viennent. Quel est l'enjeu réel? Est-ce l'accès à l'Atlantique et ses corridors, la baisse des coûts pour les exportateurs? Qu'est-ce qui est en fait au cœur de cette initiative? Le maillon faible et ce qui manque, c'est la souveraineté en termes de pavillon national pour qu'une partie de ces échanges ouest-africains soit captée par la flotte nationale. En fait, est-ce qu'on a l'écosystème pour pouvoir déjà relancer ce pavillon ou est-ce que c'est tout un univers à construire? Au Maroc, on ne cherche pas à construire une flotte, on cherche à la reconstituer, comme vous avez dit. Pourquoi est-ce que le Maroc a réussi sur le côté portuaire et pourquoi est-ce que ça bloque toujours sur le côté de la flotte elle-même? On n'a pas de chantier naval capable de construire à grande échelle. On a un chantier naval à Casablanca qui, je pense, sera en premier lieu dédié à la réparation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Tilt que vous pouvez regarder en diffusant sur l'ODJ 24 sur YouTube ou en rediffusant sur la R212, la radio des Marocains du monde. Aujourd'hui, nous allons parler du maritime, nous allons parler de la souveraineté maritime du pays, nous allons parler du pavillon marocain et nous allons analyser un petit peu le marché des armateurs et du maritime au Maroc. Pour ce faire, je reçois Monsieur Marwan Benhima. Monsieur Marwan, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Déjà pour commencer, dans vos écrits, vous parlez du maritime comme un levier de la diplomatie parallèle. Quel est l'objectif concret selon vous? Est-ce que c'est une recherche d'influence, d'investissement, de lignes, de partenariat? Qu'en est-il au juste? Merci Simemoun pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger, que ce soit face caméra ou ailleurs. Donc, quand on parle du transport maritime ou du domaine maritime, comme levier dans la diplomatie marocaine, on parle d'influence maritime. Et c'est une question qui est très théorisée. Déjà, quand on parle de thalassocratie, donc d'influence maritime ou de dominance maritime, les thalassocraties dominent le monde. Maintenant, au niveau du Maroc, l'objectif n'est pas de dominer le monde, du moins pas dans les années qui viennent, mais à travers l'exercice d'une influence maritime, le Maroc peut pousser ses intérêts. Et cela passe par une vision holistique qui comprend la partie diplomatique, la partie militaire, mais aussi la partie commerciale. En ce qui concerne la partie commerciale, on parle bien sûr des ports marocains où on a des exemples de réussite très importants, comme Tanger Med, qu'on essaie de reproduire à Nador et à Dakhla. Mais aujourd'hui, dans ce dispositif, le maillon faible est la marine marchande ou la flotte de commerce marchande battant pavillon marocain. D'accord. C'est une nécessité, surtout comme vous dites, avec la montée en puissance des ports dans les différentes régions du pays. Pour revenir un petit peu à une image un petit peu plus stratégique, l'initiative royale que Sa Majesté avait lancée en ce qui concerne l'Atlantique en collaboration ou en coopération avec les pays du Sahel. Selon vous, pour cette initiative, quel est l'enjeu réel? Est-ce l'accès à l'Atlantique et ses corridors, la baisse des coûts pour les exportateurs? Qu'est-ce qui est en fait au cœur de cette initiative? Alors, géographiquement et économiquement, le premier partenaire commercial du Maroc valeur aujourd'hui est l'Union européenne. Donc la stratégie marocaine, que ce soit diplomatiquement ou commercialement, a toujours été axée sur l'espace méditerranéen. Maintenant, notre relation avec l'Europe peut toujours évoluer, mais en termes de perspective de développement, là où il y a le plus de potentiel, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on a vu, suite au discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, du 6 novembre 2023, une réorientation stratégique où l'espace atlantique et en l'occurrence l'espace atlantique africain, est voué à jouer un rôle de plus en plus important dans la stratégie marocaine. Bien sûr, encore une fois, c'est une vision holistique qui comprend beaucoup d'éléments diplomatiques, mais en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui et l'aspect logistique, bien sûr, il y a les ports marocains, en l'occurrence le port de Dakhla Atlantique, et la question du désenclavement des pays du Sahel.
Donc, quand on parle du désenclavement du pays du Sahel, ce n'est pas un désenclavement géographique. Les pays du Sahel aujourd'hui font du commerce via les ports de Guinée-Conakry, les ports sénégalais, les ports de Côte d'Ivoire. Mais la stratégie marocaine, c'est de mettre à disposition de ces pays frères une infrastructure portuaire et logistique de classe mondiale. On n'est pas les seuls à vouloir le faire. On est en concurrence directe avec le port de Conakry, avec les ports sénégalais, ivoiriens et avec le nouveau port de Lekki au Nigeria. Mais quand on prend en considération l'expertise marocaine dans le secteur portuaire, quand on prend en considération notre expertise en termes de développement d'infrastructures routières, ferroviaires, etc., on est de loin les mieux prédisposés à servir les intérêts de ces pays frères au Sahel. Et cette vision et ces projets sont complémentaires avec le projet panafricain de la zone de libre-échange économique africaine. Et on a vu à Marrakech récemment, on a eu un événement dans ce sens. Maintenant, encore une fois, je ne souhaite pas me répéter, mais je suis obligé de le faire. Le maillon faible et ce qui manque, c'est la souveraineté en termes de pavillon national pour qu'une partie de ces échanges ouest-africains soient captés par la flotte nationale avec tous les enjeux stratégiques qu'on pourra discuter. Alors, je vais en effet revenir sur l'impératif de reconstruire ou de relancer le pavillon marocain. Mais d'abord, je vais un petit peu voir avec vous cette évolution qu'a connue le paysage portuaire au Maroc ces dernières années, en commençant par Tanger Med, qui peut être considéré comme l'un des meilleurs ports côté gouvernance, côté performance également sur le continent. Si vous devez expliquer un petit peu le modèle de ce port à un décideur ou un investisseur étranger en 60 minutes, que lui direz-vous? Plutôt 60 secondes. 60 secondes, excusez-moi. Exactement. 60 secondes. Alors, Tanger Med est le fruit d'une vision royale. Tanger Med est le projet portuaire valeur aujourd'hui le plus important du Maroc, mais qui vient dans le cadre d'une dynamique. Donc, suite à la vision royale, on a eu le développement de Tanger Med qui a commencé vers 2007 en opération. Mais on a aussi eu une réforme du système portuaire avec l'Office des ports, l'ODEP, qui a été scindé en deux, avec Marsa Maroc qui s'occupe de la partie commerciale et l'ANP qui gère la partie autorité maritime. Donc cette réforme est en ligne avec les recommandations de la Banque mondiale et ce qu'on appelle les best practices à l'échelle internationale, où le Maroc a ce qu'on appelle des landlord ports. C'est que l'État gère le foncier, l'État garde la souveraineté sur l'exercice de ses fonctions souveraines d'autorité maritime, mais l'État offre la gestion des terminaux portuaires sous forme de concessions aux opérateurs nationaux et internationaux. Au niveau de Tanger Med, on a eu la création d'une agence spéciale. Donc c'est un modèle de gouvernance aussi qui a fait ses preuves et qui va être généralisé, ou plutôt qui va être utilisé en Nador et Dakhla et non généralisé. Et donc au niveau de Tanger Med, on a eu des opérateurs internationaux, donc AP Moller, Eurogate, qui ont investi et qui ont opéré des terminaux. Mais l'intéressant, c'est que par la suite, on a eu notre opérateur national, Marsa Maroc, qui a par la suite aussi eu la concession d'un terminal et qui aujourd'hui opère au niveau de Tanger Med au même niveau de performance que les opérateurs internationaux. Donc ce mix entre le local content, entre l'investissement des opérateurs internationaux et l'État qui garde sa souveraineté avec une gouvernance moderne fait que Tanger Med est un modèle de réussite, premier port en Afrique, premier port en Méditerranée, plus de 10 millions de VP traités cette année et le 4e, 5e port le plus efficace au monde selon les classements. Monsieur Marwan, vous évoluez entre le Maroc et l'Angleterre. Vous avez quand même beaucoup de contacts là-bas. Selon vous, quelles sont les questions qui reviennent le plus sur le Maroc maritime et lesquelles sont mal comprises, surtout dans les cercles des MPs, des Lords ou encore les tables rondes, les débats, etc. Alors,
J'ai eu la chance de faire plusieurs visites à Westminster au niveau de plusieurs événements différents. Alors la réalité, c'est que la plupart des lords et des membres du Parlement que j'ai pu rencontrer, surtout au niveau des conservatives, ont une admiration pour Sa Majesté, pour sa vision, pour la diplomatie marocaine, dont un qui m'a dit qu'il était très bon ami avec son Excellence Nasser Bourita, etc. Au niveau industrie maritime, l'industrie maritime est une niche. Les lords et les MPs ont à peine quelques connaissances sur leur industrie maritime locale. Donc, certains connaissent Tangemed, mais ils n'ont pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc il y a du terrain à couvrir. Exactement. C'est ce qu'on essaye de faire, du moins. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage. On revient au relancement ou bien à la reconstruction du pavillon marocain, que ce soit la flotte en elle-même ou encore renforcer la compétitivité de cette flotte, les arbitrages qu'il faudra trancher d'ici là. Quand on parle de relancer le pavillon marocain, on parle de quoi exactement? Est-ce que c'est les registres fiscaux, le financement, les assurances? C'est tout un écosystème en fait. Est-ce qu'on a l'écosystème pour pouvoir déjà relancer ce pavillon ou est-ce que c'est tout un univers à construire? Alors, je vous remercie déjà pour le travail de recherche et je rebondis sur deux termes. La relance, parce qu'il faut d'abord, pour se projeter, il faut jeter un coup d'œil sur le passé. Au Maroc, on ne cherche pas à construire une flotte, on cherche à la reconstituer, comme vous avez dit. Le deuxième terme, c'est le terme d'écosystème. Justement, pour avoir cette flotte de commerce moderne et compétitive que veut Sa Majesté, il faut une approche holistique, une approche globale. On a bien sûr le cadre législatif. L'industrie maritime au niveau mondial s'est beaucoup développée et le cadre législatif marocain est désuet. Donc, il y a beaucoup de technicalités là-dessus. On peut appliquer la taxe au tonnage, qui est aujourd'hui le standard au niveau mondial. On peut appliquer le système à deux registres, revoir les charges sociales de manière à ce que les armateurs marocains soient à pied d'égalité avec les armateurs internationaux. Parce que valeur aujourd'hui, on n'est tout simplement pas compétitif. Et donc, la flotte marocaine a ce qu'on appelle un lifeline. Donc, elle subsiste sur le cabotage et les ferries, parce qu'on a des avantages. Le cabotage est réservé à la flotte nationale. Et au niveau... cabotage, pour nos téléspectateurs? Oui. Alors, le cabotage, c'est le transport entre deux ports marocains. D'accord. Et les ferries, on a des accords avec la communauté européenne sur le partage du trafic. Mais sur le commerce à l'international, on n'est tout simplement pas compétitif. Donc, pour résumer, refonte du cadre législatif. Comme j'aime dire, pour avoir un feu, il faut trois choses. Il faut le combustible, il faut l'oxygène et il faut l'étincelle. Donc, la refonte du cadre législatif, la revalorisation des valeurs humaines et le redéveloppement plutôt font le combustible et l'oxygène. L'étincelle, c'est la prime à l'investissement, les aides à l'investissement, la mobilisation des banques nationales dans ce projet royal, les fonds thématiques. On a le fonds Mohamed VI avec 14 fonds thématiques, dont un est spécialisé dans la logistique, mais j'ai peur que ce fonds soit déployé bien avant qu'on ait ces conditions sine qua non et cette base nécessaire pour justifier cette création de la flotte. Il me semble que c'est quand même contradictoire. Pourquoi est-ce que le Maroc a réussi sur le côté portuaire et pourquoi est-ce que ça bloque toujours sur le côté de la flotte elle-même? Alors, comme j'aime dire, le secteur portuaire et le secteur du transport maritime sont comme les deux bras d'une personne. Et donc, quand on a un bras qui s'entraîne et qui est actif et l'autre qui ne bouge pas, l'un a de l'hypertrophie et l'autre s'atrophie. Et c'est exactement ce qui se passe. Au niveau du secteur portuaire, on a eu une vision royale, on a eu la gouvernance portuaire s'est développée avec beaucoup de développement et on a vu récemment le projet de transformation de l'ANP en société anonyme, donc c'est toujours en cours, alors qu'au niveau du transport maritime,
le monde a changé, on n'a pas su suivre ces changements et donc on a eu une faillite, puis le vide et on continue de vivre ce vide-là. Alors, si on vous mettait à la tête de la responsabilité de reconstruire ce fameux pavillon, quelles sont les 3 priorités sur lesquelles vous travaillerez les 100 premiers jours? Alors, durant les 100 premiers jours, je travaillerai sur une stratégie nationale que suite aux 100 premiers jours, je ferai un flagship event comme l'Office des aéroports a fait, comme l'Office du tourisme fait, pour justement présenter cette vision et essayer de fédérer tous les acteurs, que ce soit du public et du privé, autour de cette vision. Parce que c'est important que les opérateurs de l'industrie représentés par leurs associations, donc l'association des armateurs, l'association des agents consignataires, le cluster industrie navale, s'approprie cette stratégie. Et cette stratégie se déclinera en travail législatif, donc avoir un nouveau code du commerce maritime, un Merchant Shipping Act qui soit moderne, avoir une partie ressources humaines sur comment est-ce qu'on va former plus et mieux, et sur la question du financement de cette potentielle flotte, parce que je ne l'avais pas précisé quand on a parlé de l'asymétrie entre les secteurs portuaires et maritimes, mais le secteur portuaire aujourd'hui, qui est un franc succès, dépend des compétences maritimes. Parce que pour avoir un pilote maritime, il faut un officier de la marine marchande qui a navigué un minimum de 8 ans. Pour avoir un officier de port, encore une fois, il faut un officier de la marine marchande justifiant d'une expérience de navigation. Et même au niveau de la gestion portuaire, beaucoup de compétences sont des compétences d'officiers de la marine marchande, officiers mécaniciens ou de personnes formées au transport maritime. Donc cette interdépendance est importante et donc au niveau maritime, il faut former plus et mieux pour avoir de quoi opérer nos ports. Nous savons que ce serait que ça relèverait à la limite de l'impossible de construire cette flotte ou ce pavillon complètement avec des armateurs marocains. Quel est, dirais-je, le point d'équilibre parfait que vous choisirez entre armateurs marocains, joint ventures, les affrètements, les partenariats internationaux? Qu'est-ce qui serait le meilleur mix un petit peu? Alors, à mon avis, il ne faut pas se borner parce qu'on entend parler de flotte marocaine construite au Maroc, armée par des marins marocains. C'est des slogans. En réalité, c'est le populisme limite. Voilà, il faut être réaliste. On n'a pas de chantier naval capable de construire à grande échelle. On a un chantier naval à Casablanca qui, je pense, sera en premier lieu dédié à la réparation navale. L'entretien un peu. S'ils arrivent à le faire, ce serait déjà bien. Maintenant, au niveau de reconstitution de la flotte, moi je plaide pour le système à double registre. Donc nos registres, on en a 2. Un registre qui est dédié aux armateurs marocains qui opèrent dans le cabotage, dans les ferries, etc. Où là, du moment où l'État leur confère des avantages du fait qu'ils soient marocains, on peut aussi ajouter des contraintes. Donc, le fait d'employer des marins marocains, le fait de payer la taxe complète, le fait de payer toutes les charges sociales, et qu'on ait en parallèle un registre international qui permette aux armateurs marocains d'aller concurrencer à l'international et qui soit complètement aligné avec ce qui se fait à l'international, donc taxe au tonnage, pas de charges sociales, la possibilité d'employer des marins internationaux, du moins en cas de besoin. Et donc là, c'est une approche qui est plus réaliste. D'accord. Et dans quel domaine est-ce qu'il vous semble que le pavillon peut vite gagner du terrain? Vous avez parlé du cabotage, on a l'exclusivité. Quels autres domaines pourraient être intéressants? J'en nomme le short sea, les lignes d'Afrique de l'Ouest, les services portuaires, le remorquage, etc. Qu'est-ce qui vous semble le plus facile à grignoter? Alors, pour une raison ou une autre, l'industrie maritime marocaine est très orientée vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, on parle beaucoup
d'une sorte de cabotage élargi. Donc, au lieu d'un cabotage entre ports marocains, qu'on fasse du feedering. Donc, on a les grands navires, les motherships qui viennent vers les ports marocains, disposent des conteneurs, et qu'on fasse le last mile. Donc, on les transporte à des ports qui sont plus petits, moins développés, avec des navires de plus petite taille. Une sorte de sous-distribution un peu. Voilà, exactement. Une autre chose, ce serait de mobiliser les grands donneurs d'ordre. Donc, l'OCP, pour les phosphates, nos importations de charbon, etc. Parce que ces grands donneurs d'ordre ont des avantages compétitifs. Quand ils essayent de financer un navire par hypothèque, déjà du fait que c'est une entreprise qui est développée de grande taille, les banques peuvent leur octroyer ces financements, sachant que les banques, après 2008, pour la plupart, se sont désengagées de la finance maritime à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, pour avoir un financement pour un navire, il faut justifier de beaucoup de conditions. Donc, ces grands donneurs d'ordre ont le collatéral nécessaire. Et aussi parce que les banques ont ce qu'on appelle un loan to value. Donc, si vous voulez financer un navire à hauteur de 100 millions de dollars, la banque ne vous en donnera pas plus de 60. Donc, on ne peut pas financer un navire complètement via les banques. Il faut un apport. Ces entreprises ont cet apport. Et du moment où ces entreprises vont acheter des navires avec un affrètement garanti, parce qu'ils vont l'utiliser eux-mêmes sur leur flux préexistant, ils ont droit à un taux d'intérêt qui est inférieur, ils ont droit à des conditions, notamment de loan to value, qui sont meilleures, et donc c'est les mieux prédisposés à aller vers ce métier de l'armement. Maintenant, pour ceux, il faut qu'ils s'entourent de personnes qualifiées, parce que on a beaucoup de gens très ambitieux qui viennent d'autres industries et qui pensent que l'industrie maritime, c'est facile. J'achète un bateau ou je l'affrète, je fixe une ligne et l'argent rentre facilement. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de complexités administratives, techniques et en termes de gouvernance et de gestion qui sont spécifiques à notre industrie et il faut les maîtriser. On passe à notre troisième partie, la dernière de cet épisode. On va nous concentrer un petit peu sur le côté ressources humaines, mais également sur le côté de la souveraineté maritime du Royaume. Vous écrivez que les ressources humaines doivent être au centre de cette politique de reconquête, si vous me permettez de l'appeler ainsi. Concrètement, quel métier nous manque vraiment maintenant? Oui, alors les navires ne sont pas une fin en soi. Les navires ont une durée de vie limitée de 30 ans. Donc, l'État peut mobiliser des fonds publics, acheter 1000 navires. Dans 30 ans, on sera dans la même situation. On sera là, notre pavillon a fait faillite. Pas 30 ans, bien avant. On sera dans une sorte de nouvelle faillite, à chercher à reconstituer ce pavillon une autre fois. Donc, le nerf de la guerre, c'est les ressources humaines. Et à mon humble avis, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, mais à mon humble avis, ce qui nous manque, c'est cette fusion entre compétences techniques et vision stratégique, capacité en termes de gouvernance, capacité de gestion. Parce que nos compétences marocaines qui proviennent de l'Institut des études maritimes, techniquement, ils sont excellents. Maintenant, ce que l'État doit faire, c'est que une fois qu'on est dans le marché du travail, qu'il y ait de la formation continue pour pouvoir avoir cette couche supplémentaire de vision stratégique, de gouvernance, etc. Du moment où il est difficile de le faire en formation initiale, parce que l'industrie maritime est déjà une niche et la gestion du transport maritime est une sous-niche. Donc, il est difficile d'en justifier la création de formations en formation initiale dédiée, mais il faut développer cela, former plus, former mieux et former tout au long de la carrière sur ces éléments de gestion, etc. En termes des métiers qui manquent, quand on a eu la faillite de notre pavillon et par la suite presque 20 ans de vide, bien sûr, on a des métiers qui ont disparu. La finance maritime et la gestion des hypothèques maritimes, c'est un métier.
En Europe, à Singapour, à Londres, à New York, certaines personnes y font toute une carrière. Et donc, c'est quelque chose qui manque. Au niveau des affrètements, on a des compétences qui manquent. Techniquement, on est fort, mais il nous faudra beaucoup plus de personnes pour gérer l'attrition des marins. Donc, les marins qui, par la suite, travaillent à terre, plus les marins qu'on doit utiliser pour armer cette flotte. Et donc, on a toute une panoplie de métiers qu'on devra redévelopper. Et donc, les joint ventures sont une manière de le faire, où on a des joint ventures, mais avec l'objectif clair d'avoir ce transfert de compétences. Non pas une joint venture où le partenaire étranger garde le corps de métier à Londres ou en Italie ou peu importe, et où on ne développe pas nos capacités localement. Alors vous avez parlé de l'attrition en mer. L'attrition en mer est très très forte et surtout que pour former un capitaine, il faut entre 5 ans et une décennie à la limite. Comment est-ce qu'on peut rendre ces métiers plus attractifs pour pouvoir attirer plus de jeunes vers ce domaine? Est-ce qu'il faudra avoir plus de femmes dans les métiers, par exemple? Comment est-ce que vous voyez qu'on peut augmenter un petit peu cette attractivité? Alors, pour former un capitaine, il faut bien plus. Il faut compter plus de 15 ans. Ah oui. Entre études, expérience, etc. Parce qu'on ne sort pas de l'université étant capitaine. On sort lieutenant et par la suite, on le devient avec des années d'expérience. Maintenant, l'attractivité du métier, je pense, du moins au niveau du Maroc, on n'a pas ce problème. Ce problème se pose en Norvège, se pose au Danemark, se pose en Angleterre. Au niveau du Maroc, on n'a pas ce problème. L'Institut des études maritimes a un concours où ils ont le choix. On a beaucoup de personnes qui postulent et c'est eux qui choisissent qui va accéder à cette formation. Donc, on n'a pas de problème à convaincre les jeunes à aller vers ces métiers. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que comparé par exemple aux Indiens ou aux Philippins, culturellement, après un peu de temps en mer, on préfère revenir à terre. Il y a très peu de Marocains qui sont prêts à passer toute leur vie en mer. Et sauf si on substitue 30 millions de Marocains par les 30 millions de Philippins, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Donc, il faudra faire avec. Le seul moyen pour faire avec, c'est de former plus. Donc, on a parlé de l'approche qualitative, former mieux, mais aussi former plus. Et le moyen de le faire, c'est de créer les débouchés en fin de compte. Donc, les ports marocains emploient beaucoup de marins. On aura ces développements-là avec Nador West Med et avec Dakhla Atlantique. Mais pour armer cette flotte, il faudra des marins. Mais on ne peut pas justifier la création de postes d'étudiants officiers à la marine marchande si on ne peut pas leur garantir l'emploi en fin d'études. Donc, c'est un peu la question de l'œuf et la poule. Mais à un moment, il faut s'y mettre. Il faut commencer le développement de la flotte via ces axes qu'on a discutés précédemment et en parallèle de ce développement former plus de manière à ce qu'on ait suffisamment de marins pour armer la flotte en tenant compte de l'attrition et des marins qui à un certain moment vont quitter pour travailler à terre. Pour la question de la gente féminine, on n'a pas de problème pour attirer les femmes dans ces métiers-là. Le Maroc est un des pays qui, pour une raison ou une autre, a un des taux les plus élevés de femmes ingénieurs. Et ça s'applique aussi au métier de la navigation. Maintenant, j'imagine que le problème peut être au niveau d'accès aux postes de responsabilité, que ce soit en mer ou à terre. Mais je ne prétends pas avoir une expertise là-dessus. Il faudra inviter une des talentueuses femmes qu'on a au niveau de l'industrie pour vous en parler avec du vécu et plus de recul. Pourquoi pas, Inch'Allah. Alors, vous avez aussi écrit sur l'impact que pourrait avoir l'intelligence artificielle sur le travail maritime, mais également portuaire. Quels emplois pensez-vous qui vont un petit peu changer ou subir cet effet le plus en premier et quelles compétences deviendront plus valorisées et plus vitales? Alors,
L'emploi en mer, déjà, est en deux parties distinctes. On a l'emploi au niveau du navire et l'emploi à terre qui gère ce transport maritime-là. Au niveau du navire, ce n'est pas nouveau. Peut-être que le monde s'est réveillé à l'impact de l'intelligence artificielle récemment avec ChatGPT, etc. Mais au niveau transport maritime et au niveau des navires, dans les années 80, il fallait peut-être 40 personnes pour armer un navire porte-conteneurs. Aujourd'hui, on est à une vingtaine. Donc, avec la sophistication des radars, des systèmes, on a besoin de moins en moins de personnes et c'est une tendance qui va continuer dans le temps. On a au niveau de l'Organisation maritime internationale le développement du mass code. Donc c'est un code qui va en premier lieu être volontaire et par la suite réguler ce qu'on appelle les navires autonomes avec 4 niveaux d'autonomie. Donc 0 autonomie jusqu'à un navire sans personne à bord et sans aucune personne qui le télécommande ou téléguide à terre. Et le grand débat au niveau de l'industrie, et encore une fois, je ne prétends pas avoir la réponse à ce débat, c'est tout le monde prévoit le fait qu'on soit à un niveau d'autonomie élevé. Donc, disons, quelques personnes à bord qui sont là pour superviser, mais le navire s'opère par lui-même. Le débat qui existe aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrivera au dernier niveau d'autonomie, donc without a human in the loop, sans aucun sans aucun humain dans la boucle, et je ne prétends pas avoir la réponse à cela. Maintenant, les métiers qui subsisteront sont les métiers de maintenance parce que valeur aujourd'hui, la robotique se développe, mais on est loin d'avoir des robots capables de faire le travail manuel des humains. Le problème au niveau du transport maritime, c'est que je ne pense pas que la flotte internationale va doubler dans les années qui viennent. Donc, on ne peut pas dire ce qui se dit ailleurs, des métiers vont juste changer. C'est juste un slogan politique. Certaines personnes seront victimes de cette transition et donc au niveau des politiques publiques, il faudra les accompagner. Maintenant, le point positif est contrairement à ce qu'on a discuté précédemment, c'est que c'est un problème mondial et non pas qu'au niveau du Maroc, donc on pourra s'inspirer des autres ou... Écoutez, nous arrivons un petit peu à la fin de cette interview. J'ai pour vous une dernière question, toujours centrée sur les ressources humaines maritimes. Si vous aviez carte blanche pour une réforme RH maritime au Maroc, quelles mesures auraient le plus d'effet selon vous? Est-ce que c'est les formations, des certifications internationales, des incitations financières, des passerelles, ou est-ce juste un problème de gouvernance pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits? Donc, valeur aujourd'hui, nos formations maritimes sont acceptées à l'international. Donc, on n'a pas un problème de reconnaissance. Nos compétences techniques sont of the highest standard. Ce que je ferai, c'est, je commence toujours par un slogan. Former plus et mieux. Donc, former plus parce qu'on aura besoin de plus de personnes pour pallier à cette attrition des marins vers les métiers à terre. On aura besoin des personnes pour armer cette potentielle future flotte, donc former plus, approche quantitative. Au niveau qualitatif, c'est sachant qu'une bonne partie des marins vont bifurquer vers des métiers à terre, j'ajouterai quelques modules de management, de gestion, etc. à la formation initiale de marins. Histoire d'anticiper un peu. Voilà, et pour avoir cette vision commerciale de l'industrie. En parallèle, pour que ce soit l'administration, pour les armateurs, pour etc., il faut que les universités marocaines, ou du moins via des subventions pour les centres de formation, pour les entreprises, avoir des formations complémentaires en parallèle tout au long de la carrière, justement pour développer ces métiers qui n'existent plus au Maroc et où il serait difficile de justifier la création d'un bachelor ou d'une licence du moment où c'est une niche dans une niche et on n'a pas la taille critique pour justifier cela. Et j'ai mentionné l'administration. Une chose très importante dans cette réforme maritime, c'est la réforme de l'administration. Aujourd'hui, on a une direction de la marine marchande attachée au ministère. Ce n'est pas up to the highest industry standards. Au niveau de l'industrie, il faut encore une fois, selon le modèle de l'ANP, scinder en deux.
On a la direction au niveau du ministère qui s'occupe de la partie stratégique, mais la gouvernance day to day, donc au jour le jour, doit être gérée par une agence indépendante ou semi-indépendante. L'ANP avait suivi le même chemin et aujourd'hui est dans le niveau supérieur de transformation et donc de transformation en SA selon la vision nationale de l'État actionnaire gérée par une agence créée justement pour. Et donc, la flotte commerciale, la marine marchande doit aller dans ce sens. Monsieur Marwan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Ce fut un épisode très très enrichissant. Beaucoup. Mesdames, messieurs, j'espère que cet épisode vous a un petit peu informé par rapport à un sujet qui n'est pas forcément très connu de nous tous. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'à sa fin et n'oubliez pas de nous rejoindre, que ce soit sur la page sur YouTube ou sur tous les réseaux sociaux.